La bête du Gévaudan. Chapitre 1er, les ombres de la forêt. Le soleil déclinait sur les collines verdoyantes du Gévaudan, baignant les forêts denses d'une lueur orangée qui semblait embraser l'horizon. C'était un de ces soirs de fin d'été où la lumière se fait douce et mélancolique, où chaque feuille, chaque brin d'herbe semble vibrer d'une énergie mystérieuse. Les premières ombres du crépuscule s'étendaient comme des doigts de brume entre les arbres séculaires, là où les rumeurs d'une présence monstrueuse commençaient à prendre forme. Marie Durand, une jeune bergère de 22 ans, resserrait son châle de laine rude autour de ses épaules. Ses mains, durcies par des années de travail au champ, tenaient fermement le bâton de berger usé par le temps. Ses yeux, d'un bleu gris comme les ardoises des toits de la région, balayaient l'horizon avec une attention presque féline, scrutant chaque mouvement, chaque ombre qui pourrait se cacher entre les troncs noueux des chênes et des hêtres. Le troupeau de brebis paissait tranquillement sur le flanc de la colline, inconscient du danger qui rôdait. Depuis plusieurs semaines, les récits de bêtes sauvages dévorant des femmes et des enfants circulaient comme un venin dans les villages du Gévaudan. Les conversations au lavoir, dans les champs, à la sortie de la messe, n'étaient plus que murmures de peur et de terreur. « Tu devrais rentrer, Marie », l'avait prévenu son père ce matin-là, la voix chargée d'une inquiétude qu'il cherchait à dissimuler. La bête rôde. Les nouvelles sont mauvaises. Mais Marie était têtue. On la décrivait comme une femme au caractère de feu, semblable aux femmes de la région qui avaient appris à survivre dans ces terres difficiles. Son troupeau de brebis représentait leur seul moyen de survie depuis que son frère unique, Jacques, était mort à la guerre quelques années plus tôt. Perdre ne serait-ce qu'une seule brebis signifierait moins de pain, moins de fromage, moins de possibilités pour sa famille déjà éprouvée par la pauvreté et le malheur. Le vent commençait à se lever, apportant avec lui des odeurs de terre humide et de feuilles pourries. Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce n'était pas le froid qui la faisait trembler, mais une sensation étrange, un pressentiment qui lui nouait le ventre. Un bruit. Un simple bruissement dans les fourrés à sa gauche. Marie se figea, sa main agrippant instinctivement la faucille suspendue à sa ceinture. La lame brillait faiblement dans la lumière déclinante, son tranchant promettant protection contre ce qui pourrait surgir. Le silence était devenu pesant, oppressant. Même les brebis semblaient avoir cessé de paître, figées comme des statues de laine sur le flanc de la colline. L'air était devenu étonnamment immobile, comme si toute la nature retenait son souffle. Marie connaissait ces forêts comme le creux de sa main. Chaque sentier, chaque pierre, chaque arbre lui était familier depuis son enfance. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. L'atmosphère était chargée d'une tension électrique, semblable à celle qui précède un orage violent. Ses souvenirs remontèrent au récit des anciens. Des histoires de loups monstrueux, de créatures venues des profondeurs des forêts pour terroriser les populations. Mais ce dont on parlait maintenant dépassait l'entendement. Ce n'était plus simplement un loup affamé, mais une bête qui semblait sortie tout droit des cauchemars les plus sombres. Soudain, un hurlement déchira la tranquillité du soir. Un cri qui n'appartenait ni à un loup, ni à un chien, ni à aucun animal connu. Un cri qui parlait de faim, de rage pure, et de mort imminente. Un son si terrible qu'il semblait avoir été arraché des profondeurs de l'enfer lui-même. Les brebis commencèrent à bêler affolées. Leurs cris de panique se mêlaient au hurlement initial, créant une symphonie de terreur qui résonnait entre les arbres. Marie sentit son cœur battre la chamade. Chaque pulsation tambourinait contre sa poitrine comme si elle cherchait à s'échapper. Elle savait que ce soir pourrait être son dernier. Le bruissement dans les forêts reprit, plus proche cette fois. Quelque chose bougeait. Quelque chose de grand. De massif. Marie serra sa faucille si fort que ses jointures blanchirent. Sa respiration était devenue courte, saccadée. Une masse sombre commença à se dessiner entre les arbres. Pas un loup. Trop grand. Trop large. Les yeux de Marie s'écarquillèrent alors que la forme prenait forme dans la pénombre grandissante. La bête du Gévaudan était là. Et la nuit ne faisait que commencer. Les premières étoiles commençaient à scintiller au-dessus des forêts, témoins silencieux de ce qui allait se produire. Marie Durand, bergère au cœur de Lyon, se tenait droite, prête à affronter ce qui allait surgir des ombres. Le combat entre l'humain et la bête était sur le point de commencer. Les autorités en émoi. Le château de Clermont-Ferrand se dressait comme une forteresse imprenable au cœur de l'Auvergne, ses murs de pierre grise témoignant des siècles d'histoire et de pouvoir. Ce matin-là, l'atmosphère était électrique, chargée d'une tension qui semblait faire vibrer jusqu'aux pierres les plus anciennes. Le marquis Henri de Montcamp n'avait pas dormi de la nuit.
Des rapports s'accumulaient sur son bureau massif, chacun plus horrifiant que le précédent. Des pages couvertes de descriptions macabres, de récits de chasseurs terrorisés, de familles endeuillées. La bête du Gévaudan n'était plus un simple conte pour effrayer les enfants, mais une réalité cauchemardesque qui menaçait de faire basculer toute une région dans la terreur. L'Assemblée des experts. Ce matin-là, une réunion extraordinaire avait été convoquée. Autour de la grande table en chêne massif, les plus grands esprits de la région s'étaient réunis, des chasseurs expérimentés, des médecins, des administrateurs royaux, tous convoqués par le marquis lui-même. Le capitaine Jean-Baptiste Roland, vétéran respecté des guerres de Louis XV, déploya une carte détaillée de la région du Gévaudan. C'était une cartographie minutieuse, fruit de semaines d'investigation. Chaque point rouge représentait une attaque, chaque cercle une zone de suspicion. « Messieurs, commença Roland, sa voix grave résonnant dans la salle, nous ne faisons plus face à une simple menace animale. C'est un phénomène qui dépasse notre compréhension. » Un murmure parcourut l'assemblée. Le docteur François Laporte, médecin réputé de la région, s'avança. Sur la table, il étala plusieurs dessins anatomiques détaillés, fruits de ses examens des corps mutilés. Les blessures sont systématiques, expliqua-t-il, sa main tremblante pointant des détails précis. Des morsures qui ne correspondent à aucun animal connu. La puissance de la mâchoire, la précision des attaques. C'est comme si nous faisions face à une intelligence prédatrice. Le marquis de Montcamp écoutait, sa main tambourinant nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil. Chaque rapport augmentait son sentiment d'impuissance et de frustration. Dièse les témoignages qui glacent le sang. Un jeune garde, à peine remis de ses émotions, présenta les derniers témoignages. Des récits qui semaient le doute et l'effroi. Un berger de Saint-Chély-d'Apcher rapporte avoir vu la bête se déplacer de manière inhabituelle, rapporta-t-il. Tantôt comme un loup, tantôt presque droite, comme un homme. Et ses yeux, des témoins parlent d'yeux qui luisent dans la nuit, d'un jaune presque surnaturel. Le silence s'installa. Chacun comprenait que ce n'était plus seulement une question de sécurité publique, mais quelque chose de plus profond, de plus mystérieux. Les hypothèses émergentes. Pourrait-il s'agir d'un loup enragé ? Proposa l'un des chasseurs. Le capitaine Roland secoua la tête. Non. Un loup enragé attaquerait sans discernement. Cette bête, elle choisit ses victimes. Elle semble suivre un schéma, une logique. Le docteur Laporte ajouta une observation troublante, les victimes ne sont pas toutes dévorées. Certaines sont simplement tuées. Comme si la bête ne chassait pas uniquement pour se nourrir. La réponse royale. Le marquis se leva, imposant. Sa décision était claire et sans appel. Nous allons mobiliser les ressources du royaume. Une prime sera offerte à quiconque pourra capturer ou tuer cette bête. Les meilleurs chasseurs seront recrutés. Nous ne pouvons pas laisser ce monstre continuer à semer la terreur. Une prime de 300 livres fut immédiatement décrétée. Une somme considérable qui attirerait les chasseurs les plus intrépides de tout le royaume. Les rumeurs et les superstitions. Pendant ce temps, dans les villages, les rumeurs allaient bon train. Les plus anciens parlaient de malédiction, de pacte avec des forces obscures. Les ecclésiastiques voyaient dans ces attaques un châtiment divin, une punition pour les péchés de la région. Dans les tavernes, on chuchotait des histoires de loups-garous, de créatures hybrides. La peur se nourrissait de l'inconnu, grandissait avec chaque nouveau récit. La stratégie d'investigation. Le capitaine Roland présenta alors sa stratégie détaillée. La région serait divisée en secteurs. Des équipes de chasseurs seraient déployées, avec des instructions précises, observer, traquer, mais surtout, survivre. Cette bête n'est pas un animal ordinaire, répéta-t-il. Elle est rusée, elle apprend, elle s'adapte. Un mystère qui grandit. Au fur et à mesure que la réunion avançait, une évidence s'imposait, la bête du Gévaudan était plus qu'un simple prédateur. C'était un mystère qui touchait au plus profond des croyances, qui confrontait la raison aux légendes les plus sombres. Le marquis de Montcamp le savait. Cette créature allait changer à jamais l'histoire de leur région. Et peut-être même celle du royaume. Alors que les experts continuaient leur discussion, une carte était marquée, des plans étaient tracés. La chasse à la bête du Gévaudan était officiellement déclarée. Et dans les forêts lointaines, quelque chose les observait, attendant, calculant sa prochaine move. Les racines d'un chasseur. L'aube à peine levée, François Mercier marchait d'un pas déterminé vers le village de Saint-Chély-d'Apcher. Chaque pas était une histoire,
chaque pas portait le poids de générations de chasseurs, de traditions ancestrales et de secrets familiaux. Son grand-père, Jean Mercier, lui avait transmis plus qu'un simple fusil. Il lui avait légué une tradition, un art de la chasse qui dépassait la simple survie. Dans les longues soirées d'hiver, près de l'âtre familial, les récits de chasse se mêlaient aux légendes les plus sombres des forêts du Gévaudan. Un vrai chasseur, François, lui disait-il, ne chasse pas seulement avec ses yeux et ses mains. Il chasse avec son âme, avec l'héritage de ceux qui l'ont précédé. François se souvenait de chaque leçon. Comment identifier les traces les plus subtiles, comment lire le langage silencieux de la forêt, comment comprendre les mouvements invisibles de la nature. Son grand-père était plus qu'un chasseur, c'était un sage, un gardien des traditions les plus anciennes. Un passé douloureux. Mais la vie de François n'avait pas toujours été une succession de leçons de chasse. 10 ans plus tôt, sa famille avait connu une tragédie qui avait transformé sa vie à jamais. Son frère cadet, Thomas, avait été l'une des premières victimes d'une attaque mystérieuse dans la région. Un soir d'automne, alors qu'il rentrait des pâturages, Thomas avait été retrouvé mutilé, son corps déchiqueté par une créature que personne n'avait pu identifier. Cette nuit-là avait tout changé. Le père de François, brisé par le chagrin, était devenu un homme différent. Sa mère, consumée par le chagrin, était tombée gravement malade peu après. François avait dû prendre la relève, devenir le protecteur de sa famille. La préparation. Le fusil de son grand-père était plus qu'une arme. C'était un symbole, un héritage. Forgé par un armurier réputé de la région, il portait des gravures anciennes, des symboles dont la signification se perdait dans les méandres du temps. François l'avait entretenu avec un soin méticuleux. Chaque partie était nettoyée, huilée, vérifiée. Les balles étaient coulées avec le même métal que celles utilisées par ses ancêtres, un alliage spécial transmis de génération en génération. Sa femme, Isabelle, l'avait regardé préparer son équipement avec un mélange d'admiration et de crainte. « Fais attention, mon amour », avait-elle murmuré. « Cette bête n'est pas comme les autres. » François l'avait embrassée, la rassurant d'un regard. Mais au fond de lui, il savait que cette chasse serait différente. L'arrivée au village. Le village de Saint-Chély-d'Apcher l'accueillit avec un mélange de respect et de crainte. Les habitants le connaissaient, savaient qui il était. Un chasseur respecté, mais aussi un homme marqué par la tragédie. Les regards le suivaient. Certains espéraient en lui, d'autres le voyaient comme un homme condamné. La bête du Gévaudan avait déjà avalé tant de braves hommes. C'est alors qu'il la vit. Madeleine, la guérisseuse locale. Une femme âgée, dont les yeux semblaient porter le poids de siècles de sagesse. La rencontre avec Madeleine. Madeleine l'interpella d'une voix qui traversa la place du village. Un son entre le murmure et le cri, quelque chose qui semblait sortir d'un autre temps. François Mercier. Il s'approcha, intrigué. La vieille femme était assise devant sa petite maison, entourée de plantes médicinales séchées, de bocaux mystérieux. « Je te vois partir traquer la bête, » dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. François la salua avec respect. Dans ce village, Madeleine n'était pas une simple guérisseuse. Elle était une gardienne des savoirs anciens, une femme respectée et crainte. « Vous avez des conseils pour moi ?» demanda-t-il. Un rire sec s'échappa de ses lèvres. « Des conseils ? Non. Un avertissement ? Oui. » Elle fouilla dans un coffret ancien et en sortit un petit objet. Un médaillon gravé de symboles mystérieux. « Prends ça, dit-elle. Ce n'est pas une simple bête que tu vas chasser. C'est un message. Un avertissement. » François hésita. Madeleine n'était pas du genre à donner des objets sans raison. Les secrets de la forêt. La vieille femme commença alors un récit. Un récit qui remontait à des générations, à des temps où la frontière entre le monde des hommes et celui des créatures mystérieuses était plus mince. Dans ces forêts, commença-t-elle, il existe des légendes plus anciennes que nos villages. Des histoires de créatures qui ne sont ni tout à fait hommes, ni tout à fait bêtes. Elle parla des nuits de pleine lune, des rituels oubliés, des pactes anciens. François l'écoutait, captivé malgré lui. « La bête n'est pas ce que tu crois, » murmura-t-elle. « Elle est un symptôme. Un symptôme de quelque chose de plus grand. » La préparation finale. Après avoir écouté Madeleine, François continua ses préparatifs. Il rencontra d'autres chasseurs, récolta des informations, étudia les derniers rapports.
Les attaques de la bête suivaient un schéma. Pas totalement aléatoire, mais difficile à prédire. Comme si la créature elle-même apprenait, s'adaptait. Le soir tombait. François prépara son campement à la lisière de la forêt. Le feu crépitait, ses affaires soigneusement disposées. Le fusil, toujours à portée de main. Une nuit d'anticipation. La nuit dans la forêt du Gévaudan était différente. Plus vivante, plus menaçante. Les bruits habituels semblaient plus distincts, plus chargés de sens. François ne dormait. Les échos du traumatisme. Le village de Saint-Chély-d'Apcher semblait retenir son souffle. Chaque coin de rue, chaque maison murmurait l'histoire de Marie Durand, la bergère qui avait survécu à l'attaque de la bête. Sa cicatrice, longue et boursouflée, serpentait sur son bras gauche comme une carte mystérieuse tracée par la main du destin. Marie n'était plus la même depuis ce jour fatidique. Ses yeux, jadis pétillants de vie et de jeunesse, avaient pris la teinte grise des survivants qui ont côtoyé la mort de trop près. Le moindre bruit la faisait sursauter, le moindre mouvement dans les forêts la paralysait d'une peur ancestrale. Sa mère, Élisabeth Durand, la veillait jour et nuit. Femme robuste habituée aux difficultés de la vie rurale, elle avait compris que sa fille portait désormais un fardeau bien plus lourd que les simples blessures physiques. Le traumatisme s'était profondément ancré dans son âme, tel un parasite qui rongerait sa vie de l'intérieur. Le récit cauchemardesque. Lorsque le capitaine Jean-Baptiste Roland était venu l'interroger, Marie avait d'abord refusé de parler. Ses mains tremblaient, ses lèvres restaient scellées comme si le simple fait de prononcer les mots pourrait faire ressurgir l'horreur. Ce fut une nuit d'orage, quelques semaines après l'attaque, que tout lui revint en mémoire. Assise près de l'âtre, enveloppée dans une couverture de laine, elle commença à raconter. « C'était un jour comme les autres, murmura-t-elle, les yeux perdus dans les flammes dansantes. Le troupeau paissait tranquillement sur les pentes herbeuses. Je surveillais, comme toujours. » Sa voix tremblait, mais elle continua. « D'abord, j'ai senti un changement. Le silence. Pas un bruissement d'insectes, pas un chant d'oiseaux. Puis l'odeur. Une odeur de putréfaction mêlée à quelque chose de plus animal, de plus primitif. Les premiers moutons avaient commencé à s'agiter, leur bêlement devenu hystérique. Marie se souvenait de chaque détail avec une précision chirurgicale qui glaçait le sang. Elle est apparue comme surgissant des ombres. Pas un loup. Pas un animal que j'aurais pu reconnaître. Grande comme un cheval, mais avec une silhouette qui n'appartenait ni au monde des bêtes, ni à celui des hommes. Une créature hors de l'ordinaire. Le capitaine Roland prenait des notes, sa plume grattant frénétiquement le papier. Chaque détail était important. Chaque mot pourrait être la clé pour comprendre ce monstre qui semait la terreur dans le Gévaudan. Marie décrivit des yeux jaunes, presque lumineux, qui la fixaient avec une intelligence terrifiante. Une gueule immense, hérissée de crocs qui brillaient comme des lames de rasoir. Son corps couvert d'un pelage sombre, parsemé de cicatrices qui suggéraient des combats antérieurs. Ce n'était pas une attaque ordinaire, expliqua-t-elle. C'était comme si elle me jaugeait. Comme si j'étais plus qu'une simple proie. Les premières attaques avaient été rapides et brutales. Les moutons tombaient les uns après les autres, déchiquetés avec une précision chirurgicale. Marie avait tenté de les protéger, brandissant sa faucille, ce petit outil qui était devenu sa seule défense. Le combat pour la survie. Ce fut le moment où la bête se concentra sur elle. Un bond surréaliste, une masse de muscles et de rage qui fondait sur elle comme une tempête vivante. Marie avait esquivé de justesse, son instinct de survie surpassant toute peur. La cicatrice sur son bras gauche racontait cette bataille. 4 longues griffures qui auraient dû la tuer, mais qui ne l'avaient que blessée. Comme si la bête avait délibérément épargné sa vie. Pourquoi, répétait-elle au capitaine Roland. Pourquoi m'a-t-elle laissé vivre? Dans le village, on murmurait que Marie portait désormais une malédiction. Certains la regardaient avec compassion, d'autres avec une méfiance non dissimulée. Comment avait-elle pu survivre là où tant d'autres avaient péri? Les marques du survivant. La blessure sur son bras était plus qu'une simple cicatrice. Elle semblait presque vivante, changeant de couleur selon son humeur, pulsant parfois comme si elle conservait un fragment de l'énergie de la bête. Les guérisseurs du village avaient tenté de la soigner. Des cataplasmes de plantes médicinales, des prières, des rituels ancestraux. Rien ne semblait vraiment l'apaiser. La plaie guérissait lentement, laissant une marque qui ressemblait presque à un symbole. Sa mère la veillait,
craignant que quelque chose d'autre ne se soit insinué en elle lors de cette confrontation mystérieuse. Une vie transformée. Avant l'attaque, Marie était une jeune femme simple. Son monde se limitait à son troupeau, à sa famille, aux travaux agricoles qui rythmaient la vie dans le Gévaudan. Maintenant, elle était devenue un symbole, un témoin d'une réalité que peu pouvaient comprendre. Elle ne sortait plus seule. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars où la bête la poursuivait sans relâche. Le jour, elle restait près de sa mère, observant les forêts avec une vigilance qui dépassait l'entendement. Le capitaine Roland comprenait que Marie détenait des informations cruciales. Sa survie n'était pas un hasard. C'était un message. Une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Le mystère demeure. Chaque détail qu'elle partageait soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. La bête du Gévaudan n'était pas un simple animal. C'était autre chose. Quelque chose qui défiait toute classification scientifique ou mythologique. Marie sentait qu'elle était désormais liée à cette créature d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Un lien invisible mais puissant, comme un fil ténu qui la relierait toujours à cette nuit d'horreur. Et dans les profondeurs des forêts du Gévaudan, quelque chose attendait. Observait. Patientait. L'assemblée des chasseurs. Le salon du château de Clermont-Ferrand était devenu un lieu de guerre. Les murs de pierre massive, ornés de tapisseries représentant des scènes de chasse ancestrales, semblaient témoigner du combat qui allait se jouer. Le marquis de Montcamp avait convoqué les chasseurs les plus réputés du royaume, chacun porteur d'une réputation aussi impressionnante que les cicatrices qui marquaient leur visage et leurs mains. Antoine Beaufort se tenait au centre, dominant l'assemblée de sa haute stature. Ses vêtements de chasse, usés par des années d'expédition dans les territoires sauvages des colonies, racontaient plus d'histoires que ses propres mots. À côté de lui, d'autres chasseurs observaient les cartes et les rapports étalés sur la grande table en chêne, des hommes venus de Paris, de Marseille, des régions montagneuses, chacun ayant sa propre théorie sur la bête. Le capitaine Jean-Baptiste Roland faisait les présentations, sa voix résonnant dans la pièce comme un ordre militaire. « Messieurs, nous ne sommes pas ici pour une chasse ordinaire. La bête du Gévaudan n'est pas un simple prédateur. C'est un mystère qui a déjà coûté la vie à plus de 26 personnes. » Un murmure parcourut l'assemblée. Les chasseurs échangeaient des regards chargés de respect et de défi. 2. Les récits des survivants. Un jeune garde rapporta alors les témoignages des survivants. Marie Durand, la bergère, avait été invitée à partager son expérience. Ses mains tremblaient légèrement en tenant la coupe de vin que le marquis lui avait fait servir. Elle était immense, commença-t-elle, sa voix à peine audible. Pas comme un loup, pas comme n'importe quel animal que j'ai pu voir. Ses yeux, ils n'étaient pas des yeux d'animal. Il y avait de l'intelligence, de la rage, quelque chose qui dépassait la simple bestialité. Antoine Beaufort l'écoutait attentivement, prenant des notes sur un carnet en cuir. Ses doigts calleux parcouraient le papier, dessinant des croquis approximatifs basés sur ses descriptions. Le capitaine Roland intervint, les traces retrouvées sur les lieux des attaques sont également troublantes. Elles ne correspondent à aucune empreinte connue. Ni celle d'un loup, ni celle d'un ours, ni même celle d'un grand félin. C'est comme si nous étions confrontés à une créature hybride. 3. Les théories. Les chasseurs commencèrent à partager leurs hypothèses. Certains parlaient d'un loup particulièrement grand et féroce, d'autres évoquaient la possibilité d'un animal importé des colonies, un prédateur exotique échappé de je ne sais quel cirque ou ménagerie. Un vieux chasseur des Pyrénées, Pierre Laforêt, prit la parole. Sa voix était rauque, marquée par des années de vie dans la montagne. « J'ai chassé des loups toute ma vie, dit-il. Et je peux vous assurer que ce dont nous parlons ici n'est pas un loup ordinaire. Les récits parlent d'une créature qui chasse méthodiquement, qui semble comprendre les stratégies de ses proies. Ce n'est pas un animal, c'est un chasseur. » Antoine Beaufort hocha la tête. Son expérience dans les colonies lui avait appris que la nature pouvait receler des mystères bien plus complexes que ce que l'on pourrait imaginer. 4. La stratégie de chasse. Le marquis de Montcamp déploya une grande carte détaillée du Gévaudan. Des épingles rouges marquaient les lieux des attaques, formant un motif qui semblait suivre une logique incompréhensible. « Nous allons diviser le territoire en secteurs, expliqua-t-il. Chaque équipe de chasseurs sera responsable d'un périmètre. Nous utiliserons des chiens de chasse, des pièges, et nous quadrillerons la forêt. » Les chasseurs acquiescèrent. C'était un plan méthodique, développé avec la précision d'une stratégie militaire. Les préparatifs. Dans la cour du château, on préparait l'équipement.
Des fusils étaient vérifiés, des munitions comptées, des provisions chargées sur des charrettes. Des meutes de chiens de chasse, dressés spécialement pour traquer les prédateurs, étaient alignés, leurs muscles tendus, prêts à être lâchés dans la forêt. Marie Durand observait ces préparatifs, le médaillon de Madeleine serré contre sa poitrine. Quelque chose la tourmentait, un pressentiment qu'elle ne parvenait pas à chasser. 6. La veille du départ. Ce soir-là, alors que la nuit tombait sur le château, les chasseurs se réunirent une dernière fois. Le capitaine Roland distribuait des cartes détaillées, marquant les zones les plus à risque, les endroits où les attaques avaient été les plus fréquentes. « Restez vigilants », répéta-t-il. Cette bête n'est pas un animal ordinaire. Elle est intelligente, calculatrice. Elle vous observera avant même que vous ne la voyiez. Un silence pesant s'installa. Chacun sentait le poids de la responsabilité qui reposait sur ses épaules. 7. Les murmures de la nuit. Tard dans la nuit, alors que tous dormaient, Marie Durand fut réveillée par un bruit. Un hurlement distant, qui n'était ni celui d'un loup, ni celui d'un chien. Un son qui semblait porter en lui une souffrance ancestrale, un appel qui défiait toute classification. Elle se leva, alla à la fenêtre. La lune baignait la cour d'une lueur blafarde. Et là, entre les ombres des arbres, elle crut distinguer une silhouette. Immense. Immobile. Le lendemain, la chasse commencerait. 8. L'aube de la traque. Quand le soleil se leva, baignant la forêt de Gévaudan de ses premiers rayons dorés, les chasseurs étaient prêts. Leur visage était grave, leur regard déterminé. La bête les attendait quelque part, tapie dans les profondeurs de la forêt. Une créature qui avait déjà semé la terreur, et qui continuerait de le faire jusqu'à ce que quelqu'un la trouve. Et peut-être, quelqu'un la comprenne. Les derniers jours de Madeleine. La chaumière de Madeleine se dressait à l'écart du village, nichée entre des rochers couverts de mousse et des arbres aux branches tordues comme des mains spectrales. L'intérieur sentait le thym séché, les herbes médicinales et quelque chose de plus ancien encore, un parfum de secret millénaire. Madeleine gisait sur son lit, son corps frêle recouvert d'un châle usé. Ses mains, jadis habiles à préparer des potions et à lire les signes, tremblaient maintenant comme des feuilles d'automne. La guérisseuse savait que ces derniers instants approchaient, et avec eux, la nécessité de transmettre ce qu'elle seule connaissait. Marie Durand fut mandée en urgence. Le village murmurait que Madeleine voulait la voir, elle et elle seule. La jeune bergère traversa la forêt, les branches lui fouettant le visage, un pressentiment lourd comme le plomb dans sa poitrine. 2. Les secrets ancestraux. Quand Marie poussa la porte de la chaumière, l'odeur des herbes médicinales la submergea. Madeleine la fixait de ses yeux bleus, si clairs qu'ils semblaient presque transparents, porteurs de visions venues d'un autre temps. « Approche, mon enfant », murmura-t-elle, sa voix ressemblant au bruissement des feuilles sèches. Marie s'assit près du lit. Madeleine prit sa main, et soudain, ce contact révéla une force insoupçonnée. Ses doigts, bien que fragiles, serraient avec une énergie presque surnaturelle. « La bête n'est pas ce que tu crois », commença-t-elle. « Ce n'est pas un simple animal, pas même un monstre. C'est un message, un avertissement venu d'un temps que tu ne peux imaginer. » Marie écoutait, fascinée et terrifiée. Les mots de Madeleine semblaient flotter entre réalité et légende, comme des fragments d'un rêve ancestral. 3. Le médaillon et la malédiction. Madeleine sortit de sous son oreiller un médaillon ancien. Le métal était sombre, gravé de symboles qui n'appartenaient à aucune langue connue. Des entrelacs complexes, des signes qui semblaient bouger et danser sous le regard de Marie. Ce médaillon, expliqua Madeleine, a été transmis de mère en fille, de guérisseuse en guérisseuse, depuis des siècles. Il raconte une histoire plus ancienne que nos villages, plus profonde que nos forêts. Elle le tendit à Marie, qui le prit avec des mains tremblantes. À son contact, une étrange chaleur se répandit dans ses doigts, comme si l'objet était vivant. Quand la lune sera rouge, prophétisa Madeleine, la vérité sera révélée. 4. Les origines de la malédiction. Madeleine commença alors un récit long et complexe. Des siècles auparavant, lors de conflits oubliés entre communautés, une malédiction avait été lancée. Un châtiment dont la nature précise restait obscure, mais qui se manifestait périodiquement sous la forme d'une créature hybride, à mi-chemin entre l'humain et la bête. Chaque génération, disait-elle, voit naître cette créature. Un être condamné à errer, à faire payer une dette dont l'origine se perd dans la nuit des temps. Marie écoutait, suspendue à ses lèvres. Les mots de Madeleine tissaient une tapisserie de mystère, où la frontière entre réalité et mythe devenait floue.
V. La transmission du savoir. Tu dois comprendre, insista Madeleine, que la bête n'est pas un monstre à éliminer. C'est un message, un symbole. Elle vient rappeler aux hommes leurs erreurs, leur capacité de violence. Elle lui expliqua que chaque attaque suivait un motif précis, une géographie mystérieuse qui n'était pas le fruit du hasard. Les lieux d'attaque correspondaient à d'anciens sites de conflit, de trahison enfouis. Le sang appelle le sang, murmura-t-elle. Et la mémoire n'oublie jamais. 6. Le dernier souffle et la révélation. Les forces de Madeleine déclinaient. Chaque mot semblait lui coûter une parcelle de vie. Mais son regard restait intense, brûlant d'une urgence de transmettre. Écoute bien, Marie. La prochaine pleine lune sera décisive. Ce que tu découvriras changera tout ce que tu crois savoir sur la bête, sur notre région, sur toi-même. Marie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les paroles de Madeleine n'étaient plus des murmures, mais des injonctions. 7. Le dernier testament. Avant de fermer les yeux pour toujours, Madeleine posa sa main sur le médaillon que Marie tenait. Un instant, leurs peaux se touchèrent, et Marie crut voir défiler des images, des forêts anciennes, des rituels oubliés, des visages inconnus mais familiers. Pardonne, souffla Madeleine. Pardonne et comprends. Puis elle s'éteignit, aussi silencieusement qu'une bougie qu'on souffle. 8. Après la mort. Le village accueillit la nouvelle du décès de Madeleine avec un mélange de respect et de soulagement. La guérisseuse avait toujours été un personnage mystérieux, à la frontière entre la sagesse et la superstition. Marie sortit de la chaumière, le médaillon serré contre son cœur. La forêt semblait différente maintenant, chargée de secrets, de murmures qu'elle commençait à peine à comprendre. La pleine lune approchait. Et avec elle, la promesse d'une révélation qui changerait tout. 9. Les échos de la prophétie. Ce soir-là, dans les villages du Gévaudan, on sentait quelque chose de différent. Une tension, comme l'anticipation d'un événement qui dépasserait l'entendement humain. La bête continuait de rôder. Mais maintenant, Marie savait qu'elle n'était pas simplement un prédateur. Elle était un message, un avertissement, une mémoire vivante. Et bientôt, très bientôt, la vérité serait révélée. La nuit sans lune. La forêt du Gévaudan respirait différemment ce soir-là. L'obscurité était plus dense, plus vivante, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Aucune étoile ne perçait la voûte céleste, aucune lumière ne filtrait entre les branches. C'était une nuit de pure noirceur, une nuit faite pour les confrontations ultimes. François Mercier ajusta son fusil, ses doigts caressant le métal froid avec une intimité née de longues années de chasse. À ses côtés, Marie Durand serrait le médaillon de Madeleine, ses yeux balayant constamment l'horizon. Le capitaine Roland et Antoine Beaufort complétaient ce quatuor improbable, chacun porteur d'une histoire, d'une blessure, d'une détermination. 2. Les traces et les pressentiments. Les traces qu'ils suivaient étaient étranges. Pas tout à fait celles d'un animal, pas tout à fait celles d'un humain. Un mélange troublant qui suggérait quelque chose d'entre deux, une créature qui ne respectait aucune catégorisation naturelle. Elle nous observe, murmura Antoine Beaufort. Ces années de chasse dans les colonies lui avaient appris à reconnaître le moment où un prédateur devient conscient d'être lui-même chassé. Marie sentait une tension particulière. Le médaillon contre sa poitrine semblait vibrer, comme s'il communiquait une information codée que seul son corps pouvait comprendre. 3. Les souvenirs de Marie. Dans sa tête résonnaient les dernières paroles de Madeleine. Quand la lune sera rouge, la vérité sera révélée. Mais ce soir, il n'y avait pas de lune. Seulement une obscurité totale qui semblait avoir une conscience propre. Marie revoyait l'attaque contre son troupeau. La première fois où elle avait vraiment vu la bête. Ce n'était pas un loup, pas un animal connu. C'était autre chose. Une créature qui la regardait avec des yeux trop intelligents pour être bestiaux, trop sauvages pour être humains. 4. L'histoire secrète. François Mercier connaissait des histoires que peu osaient raconter. Des légendes transmises par son grand-père, des récits de créatures qui naissaient lors de moments de grande tension collective, des êtres qui incarnaient la violence d'une communauté. Dans chaque génération, lui avait un jour expliqué son grand-père, il naît une créature qui porte les blessures collectives. Un être condamné à manifester ce que les hommes refusent de voir. V. La clairière maudite. Soudain, ils débouchèrent dans une clairière. Un espace parfaitement circulaire, comme sculpté artificiellement au cœur de la forêt. L'herbe y était rare, le sol semblait avoir été témoin de rituels anciens. Le capitaine Roland fut le premier à le remarquer,
cet endroit n'est pas naturel. 6. La première apparition. Un bruissement. Un mouvement. Et puis elle apparut. Ce n'était ni un loup, ni un homme. Une créature hybride, mi-humaine, mi-bestiale. Ses proportions défiaient la logique anatomique. Un corps couvert d'un pelage sombre, mais avec des traits qui suggéraient une origine humaine. Des muscles qui bougeaient comme ceux d'un fauve, mais une posture qui trahissait une intelligence calculatrice. Ses yeux. Ses yeux étaient le plus troublant. Il portait une souffrance millénaire, une rage qui semblait avoir traversé les âges. 7. Le premier affrontement. François fut le premier à lever son fusil. Sa main était stable, son regard déterminé. Mais quelque chose l'arrêta. Un sentiment, un pressentiment que tirer serait une erreur. La bête les observait. Elle ne les attaquait pas. Elle attendait. Marie sentit le médaillon devenir brûlant contre sa peau. 8. Les révélations. Vous ne me comprenez pas, sembla dire la créature, sans utiliser de mots. Une communication qui passait au-delà du langage, directement dans leur conscience. Des images commencèrent à surgir. Des conflits oubliés. Des trahisons ancestrales. La bête n'était pas un monstre. Elle était un messager. Un gardien d'une mémoire collective que personne ne voulait voir. 9. Le combat. Malgré cette compréhension naissante, l'affrontement était inévitable. La créature bondit, rapide comme l'éclair. François tira. Le coup résonna dans la clairière comme un coup de tonnerre. Du sang. Du mouvement. La danse mortelle commença. La vérité révélée. Chaque coup, chaque blessure racontait une histoire plus profonde que le simple combat physique. C'était un affrontement entre la mémoire et l'oubli, entre la violence cachée et la violence exhibée. Marie comprit alors le message de Madeleine. La bête n'était pas un monstre à tuer. C'était un miroir. Un reflet brutal de ce que les communautés enfouissaient. 11. L'ultime moment. Le combat atteignit son paroxysme. La bête, blessée mais pas vaincue, regarda chacun d'entre eux. Un regard qui contenait des siècles d'histoire. Comprenez, sembla-t-elle dire. Comprenez et pardonnez. 12. Après le combat. Quand tout fut fini, plus rien ne serait comme avant. La vérité était bien plus complexe que la simple élimination d'un prédateur. Et dans les forêts du Gévaudan, quelque chose continuait de vibrer. Une mémoire. Un avertissement. L'aube après la bataille. La lumière de l'aube filtrait timidement à travers les arbres, comme si la forêt du Gévaudan hésitait à révéler les secrets de la nuit passée. Un brouillard épais flottait encore, effaçant les contours de la réalité, brouillant les frontières entre ce qui avait été et ce qui allait être. Marie Durand était la première à bouger. Son corps endolori portait les stigmates de la nuit précédente, non pas tant des blessures physiques que le poids d'une révélation qui avait transformé sa compréhension du monde. Le médaillon de Madeleine reposait contre sa peau, tiède, presque vivant. 2. Les traces de la vérité. François Mercier examina méticuleusement la clairière. Les traces du combat étaient là, mais étranges. Du sang, oui, mais pas uniquement. Des marques qui semblaient raconter une histoire plus complexe que le simple affrontement entre chasseurs et proies. Le capitaine Roland notait chaque détail dans son carnet. Ses mains de militaire, habitués à classifier, à ordonner, tremblaient légèrement. Ce qu'ils avaient vécu défiait toute classification. 3. Le rapport officiel. Au château de Clermont-Ferrand, le marquis de Montcamp préparait le rapport qui serait transmis au roi. Un document qui devait rassurer, expliquer, mais surtout, dissimuler la vérité la plus profonde. La bête a été éliminée, dicta-t-il à son secrétaire. Les chasseurs royaux ont accompli leur devoir. Mais dans ses yeux, un doute persistait. Un sentiment que quelque chose leur échappait. 4. La mémoire de Marie. Marie commença à comprendre les paroles de Madeleine. La bête n'était pas un simple animal, pas même un monstre. C'était un messager, un gardien d'une mémoire collective que personne ne voulait affronter. Des images lui revenaient. Pas des souvenirs, mais des visions. Des conflits anciens, des trahisons enfouies, des violences que les générations avaient tenté d'oublier. Les origines de la malédiction. François Mercier connaissait des histoires que peu osaient raconter. Des légendes transmises de génération en génération, parlant de créatures qui naissaient lors de moments de grande tension collective.
Dans chaque communauté, lui avait un jour expliqué son grand-père, il existe des blessures qui ne guérissent jamais complètement. Parfois, ces blessures prennent forme. 6. Le témoignage impossible. Antoine Beaufort, le chasseur des colonies, comprenait plus que quiconque la complexité de ce qu'ils avaient vécu. Il avait vu, dans ses voyages, comment les communautés portent des mémoires vivantes, comment certaines énergies peuvent se cristalliser. Ce que nous avons combattu, dit-il lors d'une conversation privée avec le capitaine Roland, ce n'était pas un animal. C'était l'expression physique d'une souffrance collective. 7. Le médaillon et ses secrets. Marie découvrait progressivement les inscriptions du médaillon. Des symboles qui n'appartenaient à aucune langue connue, mais qui semblaient raconter une histoire millénaire. Chaque gravure était un fragment. Un moment d'histoire. Une trahison. Un pardon non prononcé. 8. L'enquête officieuse. Le capitaine Roland ne pouvait pas se contenter du rapport officiel. Il commença sa propre enquête, interrogeant discrètement les habitants des villages. Chaque récit ajoutait une couche au mystère. La bête n'était pas apparue par hasard. Elle suivait un motif, une géographie émotionnelle que peu comprenaient. 9. La transmission du savoir. Madeleine, dans ses derniers instants, avait tout préparé. Marie réalisait maintenant que la guérisseuse l'avait choisie pour une mission précise, garder la mémoire, comprendre ce qui avait été caché. Tu dois témoigner, semblaient dire les derniers regards de Madeleine. Pas ouïs des mots, mais ouïs ton être. X. Les répercussions invisibles. Dans les villages du Gévaudan, quelque chose avait changé. Un silence différent. Une compréhension que quelque chose de profond avait été touché, mais pas nécessairement résolu. Les gens continuaient leur vie, mais avec une conscience différente. Comme si un voile avait été légèrement soulevé. 11. Le nec de la bête. François Mercier comprit que leur combat n'avait pas été une simple chasse. C'était un rituel. Une façon de confronter des mémoires enfouies. Nous n'avons pas tué un monstre, dit-il un soir à Marie. Nous avons été les témoins d'une révélation. 12. L'héritage. Le médaillon de Madeleine deviendrait le gardien de cette histoire. Pas un objet à exposer, mais un secret à transmettre. Marie sentait que son destin avait changé. Elle ne serait plus jamais simplement une bergère. Elle était devenue la gardienne d'une mémoire. 13. Épilogue. Dans les forêts du Gévaudan, quelque chose continuait de vibrer. Pas la bête. Mais sa mémoire. Son message. Un avertissement à ceux qui oublient. À ceux qui ne veulent pas voir. Et dans le silence des nuits à venir, on pourrait encore entendre comme un murmure. Un récit. Une histoire qui n'en finissait pas de se raconter.